Que je salue toutes les femmes qui sont là, tous les hommes qui sont ici, pour, à l'occasion de cette journée. C'est une journée, comme j'ai dit, qui a été inscrite dans l'histoire par les femmes travailleuses, par leur lutte, par leur sacrifice, non seulement pour les droits des femmes, mais aussi pour les droits humains en général, parce que la lutte des femmes fait partie en fait de la lutte des hommes, des êtres humains, de l'humanité. Donc je remercie la TMF de cette occasion qu'ils m'ont donnée de me trouver avec vous. C'est un plaisir d'être là avec vous. La TMF, c'est notre partenaire parce qu'on est dans un réseau qui s'appelle la Coordination maghrébine des organisations des droits humains qui regroupe 26 ONG de la Mauritanie à la Libye, aussi des ONG en France qui travaillent sur le Maghreb. Et je vois aussi Fatiha et Ayed qui sont membres de l'ASDOM, qui est une autre association qui est en France et qui est membre de la CNODH. Donc dans ce réseau, nous luttons sous la devise de « On lutte pour un Maghreb sans frontières » et qui est un Maghreb démocratie et des droits et des libertés. Donc notre lutte s'inscrit dans cette vision et dans cet objectif-là. Évidemment, les droits des femmes font partie intégrante de cette lutte parce qu'on ne peut pas parler de démocratie ni de liberté, ni de société libre sans le respect des droits des femmes. C'est pour ça que mes amis à la TMF m'ont demandé de parler du cas du Maroc. Je ne vais pas parler du Maghreb, sauf quelques comparaisons très simples. Mais au niveau du Maroc, donc il y a une lutte qui est de longue date, on va le voir, et qui a devant elle aussi beaucoup de défis, beaucoup de problèmes que le féminisme marocain, les associations de femmes marocaines sont appelées à affronter. Bon, la question féminine, contrairement à ce que les détracteurs des féministes pensent ou veulent le faire penser aux gens, ce n'est pas une question qui nous parvient de l'Europe ou d'autres cultures. C'est une lutte très ancienne dans nos sociétés. La question féminine est une cause qui a suscité l'intérêt même des penseurs orientaux très tôt, même dans le 19e siècle. Il y a beaucoup d'écrits à ce niveau-là. C'est d'ailleurs la base de référence du féminisme, pas seulement au Maroc, mais dans plusieurs pays dits arabes. Bon, le terme arabe, je l'utiliserai peut-être, mais c'est une région dite arabe, mais ce n'est pas une région arabe, c'est une région multiculturelle où il y a plusieurs cultures, etc. Donc, ne m'en voulez pas si j'utilise à chaque fois ce terme arabe, mais c'est dans ce sens-là que j'utilise. Bon, la question féminine donc, est présente dans les écrits des réformistes égyptiens dès le 19e siècle. Tout le monde connaît Jamal ad-Din Afghani, Rafat Tahtawi, Mohamed Abdou, etc., qui ont écrit énormément sur le rôle des femmes, sur l'importance du respect de la femme, sur l'égalité. Il y a même un ouvrage de référence que toutes les féministes du monde arabe utilisent beaucoup, c'est le livre de Qasem Amin qui a parlé de l'émancipation de la femme, dans lequel il avait non seulement parlé de l'égalité, il avait critiqué la répudiation, la polygamie, etc., mais il avait aussi appelé à une relecture des textes coraniques pour qu'ils soient conformes au principe de l'égalité, au principe des dignités. Il avait aussi parlé de la question du voile déjà dans ce temps-là. Donc la réflexion influence d'autres pays, pas seulement en Égypte et dans les pays orientaux, mais aussi en Tunisie, dans lequel Tarek Haddad dénonce l'analphabétisme des femmes, il dénonce la répudiation, la polygamie, et lui aussi il incite à une relecture des textes pour instaurer, pour que la religion ne soit pas un blocage pour l'émancipation des femmes. Donc au Maroc, nous avons eu nos réformistes, ils n'ont pas été très loin comme ce qu'on a vu ailleurs, mais Abdel Fassi par exemple avait appelé aussi au début du parti, lorsque le parti de Istiqlal a été créé pour affronter le colonialisme français, il avait appelé à l'enseignement des filles, que les filles aussi doivent être envoyées à l'école, pas seulement les garçons, etc. Donc c'était l'une des personnalités qui sont toujours évoquées quand on parle de penseurs réformistes au Maroc. Seulement que, alors qu'en Tunisie, par exemple, la réforme est allée loin, puisque Bourguiba, après l'indépendance, a mis en place une loi assez avancée, pas tout à fait égalitaire entre hommes et femmes, mais assez avancée par rapport aux autres pays de la région. Par contre, Abdel Fassi était malheureusement derrière une loi qui a été promulguée en 1957, c'est le premier code du statut personnel marocain, qui était une loi rétrograde, une loi qui ne reconnaît pas l'égalité des femmes et des hommes, et qui a même c'est-à-dire maintenu les femmes dans un statut de mineur pendant un demi-siècle.
Ce n'est qu'en 2004 qu'il a changé, et cette loi, on va voir qu'est-ce qui a changé dedans. Donc, l'histoire des féministes marocaines, on peut le voir donc, avant et après ce code-là. Les Marocaines donc, se sont organisées relativement très tôt, puisque bien avant même ce code de statut personnel, les femmes se sont organisées dans le cadre des partis nationalistes qui luttaient contre le colonialisme, et en particulier, d'ailleurs, toutes les études qui parlent de l'histoire du féminisme marocain rappellent toujours cette période qui est caractérisée par les luttes des femmes dans le cadre d'une association qui s'appelait Akhawat Safa, les filles de la pureté, ou les sœurs de la pureté. C'est dans le cadre d'un parti nationaliste qui était très connu, qui n'existe plus actuellement, qui est Shara ou Al-Istiqlal. Ces femmes, déjà en 1944-1946, elles revendiquaient l'égalité, pas tout à fait l'égalité comme elle est stipulée dans les conventions internationales des droits humains, mais le respect de la dignité des femmes, et surtout le respect des femmes dans le couple, et aussi le respect des femmes qui travaillent dans les maisons, parce que les femmes en général travaillent encore dans les maisons, il n'y avait pas beaucoup d'activités économiques des femmes. Donc je veux justement dire que cette question des questions des femmes a été précurseur. C'est un sujet qui a commencé très tôt par rapport aux autres thèmes qui concernent la modernité et la démocratie, tels que par exemple la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, l'indépendance de la justice, et même la liberté du culte, qui est encore un sujet tabou, presque tabou au Maroc. Donc c'est quelque chose qui a commencé très tôt. Donc les principales causes défendues par Akhawat Safa, comme j'en ai parlé, c'est le respect des femmes travaillant dans les maisons. Il revendiquait l'élaboration d'une loi qui gère ou qui réglemente les relations familiales, puisqu'il n'y avait pas encore de loi dans le temps. Il y a aussi la sensibilisation contre la violence. Déjà dans les années 40, les femmes militaient pour qu'il n'y ait pas de violence à l'égard des femmes. Donc selon des femmes qui ont écrit l'histoire du féminisme, il y a Latifa Bouhsini, qui est une chercheure en féminisme marocain, et aussi Zakia Daoud, que vous connaissez très bien peut-être, dans son livre de référence qui s'appelle Féminisme politique au Maghreb, qui a parlé du féminisme marocain. Il a dit que la société marocaine a connu, toutes les deux écrivaines, a connu 2 générations de mouvements des femmes, de défense des femmes. La première, c'est celle dont j'ai parlé, et puis une deuxième vague qui est venue un peu plus tard. Donc entre les deux vagues, alors, donc, le féminisme des années 40 et le féminisme qu'on va voir après des années 80-90, il y a eu un moment d'hibernation, si on peut dire, de stagnation, où il n'y a pas eu vraiment de lutte féministe, mais entre-temps, il y avait quand même une initiative des femmes syndicalistes. Juste pour dire qu'en 1960, alors que l'Akhawat Safa n'était plus active, alors qu'il n'y avait pas encore d'ONG féminine, il y a une initiative de femmes syndicalistes qui ont créé la première association de femmes indépendantes qui s'appelle l'Union progressiste des femmes du Maroc. Donc pour dire que aussi bien au moment des luttes nationales et aussi bien au moment des luttes syndicales pour les droits syndicaux et pour les droits sociaux, les femmes étaient là, étaient présentes, s'organisaient et militaient. Donc là aussi, c'était en 1960, le Code de la famille a été mis en place en 1957. 3 ans après, déjà les femmes demandaient la réforme de cette loi. Déjà les femmes se disaient que ce n'était pas une belle loi, il faut la changer. Donc ils sont très actives. Alors les femmes étaient donc présentes dans tous ces moments difficiles des luttes, aussi bien nationales pour la libération que sociales au sein du syndicat. Et après ces grandes expériences, donc comme j'ai dit, il y a eu une stagnation, il n'y a pas eu en fait de lutte féminine parce que le pays est entré dans une lutte politique, dans des conflits politiques très durs. C'est les années de plan qui ont commencé, c'est la confrontation entre la gauche avec la monarchie sur la question du modèle de gouvernance, sur la question de démocratie. Donc même les partis de gauche ont pensé que la question des femmes n'était pas très importante, c'est la lutte des classes qui est très importante, et c'est pour ça qu'on n'a pas vu de grandes luttes des partis politiques sur la question des femmes dans ce temps-là. Alors donc les femmes décident de se charger toutes seules de leur sort. Donc les femmes de gauche ont trouvé que les partis de gauche n'étaient pas suffisamment conscients de la question des femmes, donc ils ont décidé pas de quitter les partis, mais de créer des associations autonomes, indépendantes et en dehors de la lutte politique. Donc c'est dans les années 80 du siècle passé que la deuxième génération, c'est ce qu'on appelle en général la deuxième génération du féminisme marocain, donc les militantes des partis de gauche, qui étaient essentiellement des femmes marxistes, ont décidé donc de prendre leur destin en main. Elles ont entamé donc la création de leurs propres organisations, c'est ce qu'on appelle donc la naissance d'un nouveau féminisme.
Plusieurs facteurs ont contribué à cette deuxième génération du féminisme. Les facteurs les plus importants, c'est d'abord les conditions de vie des femmes, qui sont touchées par la marginalisation, qui vivent la discrimination à tous les niveaux. Le deuxième facteur, c'est la défaillance de la législation. On l'a vu que juste 3 ans après, on revendique le changement de la loi, qui présentait plusieurs aspects portant atteinte aux droits des femmes et de leur dignité, aussi bien le code de la famille de l'époque, comme j'en ai parlé, que le code pénal, qui est toujours en vigueur, ainsi que les lois du commerce, de la nationalité, de la procédure civile et d'autres, dont beaucoup sont encore d'ailleurs discriminatoires. Il y a aussi le troisième facteur, c'est le nouveau rôle des femmes. Parmi les facteurs qui ont poussé à créer à l'émergence de ce nouveau féminisme, c'est donc d'abord les conditions des femmes qui sont détériorées, c'est la discrimination, c'est la marginalisation, il y a beaucoup d'indicateurs à ce niveau-là. Deuxième point, c'est la défaillance de la législation marocaine qui présentait beaucoup de lacunes, qui présentait beaucoup d'atteintes aux droits des femmes. J'ai parlé de quelques cas, le code de la famille, le code pénal, etc. Il y a aussi les nouveaux rôles des femmes, les rôles économiques et sociaux des femmes qui devenaient en déphasage par rapport aux lois, par rapport à la place de la femme dans la société, par rapport à l'image qui est plutôt reflétée dans les médias et dans les mentalités, etc. Donc il y a un déphasage de cette situation des femmes, au vrai rôle des femmes par rapport à ça. Donc cette contradiction a précipité l'émergence d'un mouvement de lutte pour les droits des femmes. Celles qui ont pris le flambeau, on peut le savoir, c'est des femmes intellectuelles. Donc c'est un féminisme d'élite, c'est des femmes intellectuelles qui sont majoritairement jeunes et de gauche en général et laïques de pensée. Donc c'est dans ces sphères que le nouveau féminisme marocain a émergé. Donc les militantes féministes se sont basées aussi sur les écrits des réformateurs orientaux dont j'ai parlé, justement pour démontrer que la question des femmes, ce n'est pas quelque chose qu'on a importé, c'est quelque chose qui fait partie aussi de notre culture et de notre histoire. Alors les féministes marocaines se sont basées et ont pris comme priorité la lutte pour le changement des lois. C'est surtout le domaine d'amélioration de la législation qui a été le champ de bataille primordial de ce féminisme marocain. Donc je peux parler, parce que le thème est tellement vaste, mais je vais donner juste quelques périodes qui sont très importantes de cette lutte des femmes au Maroc. Je parlerai d'abord donc de la mobilisation de 1993. C'est la première mobilisation qui a regroupé l'ensemble des associations de femmes, des partis de gauche mais aussi de centre et même de droite, quelques-uns, et des syndicalistes, des défenseurs de droits humains et tout dans un réseau pour revendiquer le changement du code de statut personnel. À rappeler que c'était une loi rétrograde, une loi complètement en déphasage, ni des aspirations des femmes, ni par rapport même aux conventions internationales des droits de l'homme. Donc cette plateforme, cette initiative féministe a été attaquée virulement et d'une façon très brutale par les islamistes, jusqu'à même prêcher des discours haineux, des discours de violence envers les femmes, même des appels à la mort pour les femmes qui étaient des femmes qui ont mené cette initiative, etc. Donc c'était un moment de conflit social très important en 1993. C'est pour ça que le chef d'État, le roi du Maroc dans le temps, Hassan II, avait réagi pour arrêter un peu ce débat qui était très intéressant au sein de la société. Bon, les raisons sont politiques, si vous voulez, on en parlera au moment des débats, mais je me contenterai de dire que c'était un discours, parce que c'est un discours officiel dans lequel il avait appelé à arrêter tout ça, et que lui, il se chargera des questions de femmes. Donc c'était un discours protecteur en disant que je me charge de vos problèmes, mais c'était un objectif destructeur, puisqu'il voulait en finir avec cette mobilisation. Donc au sein de ce réseau, il y avait une divergence des personnes, des femmes et des ONG, des organisations qui voulaient répondre à cette question du discours officiel. C'était déjà, à ce moment-là, on voit les prémices d'une alliance du féminisme, d'un certain féminisme qui pensait que le pouvoir pourrait être allié aux féministes contre la menace islamiste. Donc là, on commençait à voir ça, ce qui a touché, qui a donné en fait tout un courant de féminisme marocain jusqu'à maintenant. Ils pensaient que le marzan, qu'on appelle chez nous le marzan, ça veut dire le pouvoir marocain, mais en France en général on connaît bien le terme,
qu'il pourrait être un rempart contre l'islamisme, comme le dictateur Ben Ali aussi le pensait, le disait, se revendiquait comme un rempart contre l'islamisme. Et actuellement, encore le pouvoir marocain se présente comme rempart contre le terrorisme, y compris ici devant les États européens. Donc le résultat de tout ça, c'était des petites réformettes qui engendrent une déception générale et un discours justificatif des féministes qui ont accepté de mener cette voie de négociation avec, enfin pas de négociation, mais de répondre à l'appel du pouvoir, comme quoi lui se chargera des droits des femmes. Donc il y a eu quand même, malgré cette déception, il y a eu des petits acquis dans d'autres lois, puisque le Maroc a ratifié, en 1993, il a ratifié la CEDAW, la Convention pour l'élimination des différentes discriminations à l'égard, de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Donc il a été obligé d'améliorer un peu quelques lois, la loi du commerce qui ne donnait pas le droit à la femme d'entamer une activité commerciale sans l'autorisation de son mari, donc elle a été abolie. La procédure civile qui disait que pour les femmes, pour contracter un contrat de travail, le mari pouvait le résilier, même si elles ne veulent pas. Donc ça a été aussi annulé dans le parcours de cette lutte des femmes. Il y a donc aussi l'article 9 du Code du travail qui est venu beaucoup plus tard, en 2003, qui stipule que les hommes et les femmes sont égaux dans tous les droits contenus dans le Code, donc il n'existait pas avant. Il y a le droit à avoir un passeport qui était tributaire à l'acceptation du mari. Donc avant, pour qu'une femme mariée puisse avoir son passeport, il faut que le mari lui donne une autorisation pour avoir. Donc ça aussi, ça a été aboli. Il y a également la suppression des conditions d'atténuation dans ce qu'on appelle les crimes d'honneur, dans le code pénal, puisqu'avant il y avait un article qui disait que si l'homme trouve sa femme en flagrant délit d'adultère, s'il commet un meurtre contre sa femme, il a les conditions d'atténuation. Donc ça a été aussi aboli. Et puis en 2007, il y a maintenant une tentative de rétablir ceci sur la réforme actuelle par les islamistes. Donc en 2007, il y a également la modification du code de la nationalité, suite à laquelle les femmes marocaines peuvent actuellement donner leur nationalité aux enfants nés de pères étrangers. Avant, ce n'était pas possible. Les enfants d'une mère marocaine qui sont nés d'un père étranger se trouvaient étrangers dans leur propre pays jusqu'à ce qu'ils soient majeurs et demandent eux-mêmes la nationalité. Et puis en 2013, il y a eu la modification de l'article qui permettait aux violeurs d'échapper au jugement s'ils se marient avec sa victime. Malheureusement, c'est après une triste histoire du suicide d'une jeune fille qui s'appelait Amina Filali, qui a été mariée à son violeur, et c'est suite à ça qu'il y a eu une campagne de revendication et la loi a été changée. Il y a quelques jours, donc, il y a une loi qui vient d'être votée, qui s'appelle la loi pour la protection des femmes contre la violence, mais qui est aussi très très critiquée et refusée par les associations de femmes et les associations de droits humains. Bon, donc il y a une deuxième grande mobilisation, j'ai dit que je vais parler juste des périodes des grandes mobilisations, c'est en 1999. Alors ce qui s'est passé en 1999, c'est qu'il y a eu un leader de l'opposition qui a été chef du gouvernement ou Premier ministre suite à comment dire ça, à des accords entre ce parti-là et le Makhzen. Donc il a été chef du gouvernement et il a essayé donc de mettre en place une réforme qu'il a appelé le plan d'action pour l'intégration des femmes au développement, qui contenait 4 volets qui sont très importants. C'est l'enseignement des femmes, la santé, le travail et les droits au sein de la famille. Ben juste une fois ce projet a été annoncé par le gouvernement, et le gouvernement marocain, dans le temps, mais aussi encore maintenant, il y a des ministres qui relèvent du Premier ministre, mais des ministres qui relèvent du roi, qui sont ce qu'on appelait les ministres de souveraineté. Donc c'est ces ministres-là qui relèvent du roi qui ont fait une campagne contre le projet lui-même qui était un projet du gouvernement. Donc c'est le ministre des Affaires islamiques qui a sorti un document qui critiquait juste le volet concernant la famille. Parce que pour le savoir, dans la société marocaine, on ne parle de la religion de l'islam que quand il s'agit des droits des femmes. Toutes les autres lois, du commerce, du travail, et tout, on ne parle pas de la loi islamique. On ne parle de la loi islamique que lorsqu'il s'agit des questions du mariage, d'héritage, du divorce, etc. Donc, ce qui a été attaqué dans ce projet, c'est juste l'aspect concernant le droit dans la famille. Et donc, il y a une réaction violente des milieux islamistes, encore une fois, qui ont su travailler avec ce document officiel du ministère des Habous. Il y a eu donc 2 grandes marches, l'une à Rabat pour les droits des femmes et une grande marche à Casa aussi des islamistes contre
contre cette réforme. Encore une fois, le pouvoir a fait sa réaction en créant une commission pour la révision de la Moudawana. Entre-temps, donc dans cette période-là, il y a eu les événements terroristes, les tristes événements terroristes de Casablanca de 2003, et donc le pouvoir a senti le boomerang de sa politique pro-islamiste. Donc il sait que les islamistes ne peuvent pas toujours être un allié, ils sont aussi, je parle des islamistes, c'est-à-dire l'islamisme violent, parce que l'islamisme, c'est pas non plus quelque chose d'homogène. Donc on peut voir, c'est pas notre débat, mais je peux juste dire, je parle des islamistes, des islamistes violents, de l'extrémisme violent, qui prônent la violence, etc. Donc c'est en ce moment-là, il y a eu donc encore une fois un discours du roi, le 10 octobre 2003, qui annonce une réforme de la Moudawana sous un mot d'ordre qui disait « Je ne permettrai pas ce que Dieu a interdit et je n'interdirai pas ce que Dieu a permis ». Donc on voit déjà qu'il y a un cadre très bien fait. N'attendez pas à ce qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes. J'ai un cadre dans lequel je ne sors pas. Donc c'est pour ça qu'en 2004, il y a eu l'annonce du nouveau code de la famille. Qu'est-ce qui a changé? Je vais vous parler directement des choses qui ont changé dans ce code. D'abord, il y a les époux qui deviennent responsables tous les deux de la famille, parce qu'avant, c'était l'homme qui est le chef de la famille. Maintenant, c'est les époux qui sont responsables conjointement de la famille. La règle d'obéissance qui était obligée, c'est-à-dire la femme était obligée d'obéir à son mari dans la loi, c'était écrit, elle a été abolie. L'âge du mariage qui est fixé à 18 ans, mais le juge peut autoriser des exceptions. On verra qu'il y a eu énormément de problèmes à cause de cette exception. La polygamie reste valable, reste possible dans la loi, bien qu'elle est encadrée un peu par quelques... pas d'autorisation, juste qu'elle est informée. Elle a le droit de se séparer, elle ne donne pas d'autorisation. Après, on verra tout ça. Ce n'est pas une autorisation, mais c'est juste que l'homme ne peut épouser une deuxième femme que si la première a été informée. Et elle a le droit de prendre la décision qu'elle veut, mais elle ne peut pas l'interdire. Mais il y a le juge qui décide, est-ce qu'il donne l'autorisation ou il ne donne pas l'autorisation au mari. C'est là où ça se passe. Mais la femme, elle n'a pas beaucoup de pouvoir à ça. Il y a la question de la répudiation qui est limitée à l'autorisation obligatoire du juge aussi, c'est-à-dire le divorce devant la justice, devant le tribunal. La femme peut demander le divorce, parce qu'avant c'était impossible à une femme de demander le divorce. Le foyer conjugal, en cas de divorce, revient à la personne qui a la garde, c'est-à-dire le père ou la mère qui en a la garde, donc il garde le foyer conjugal. Et puis les enfants nés hors mariage, ils sont mieux protégés dans cette loi par rapport à l'ancienne loi. Aussi, les époux peuvent décider d'un contrat pour gérer les biens acquis, c'est-à-dire les biens communs du couple, ils peuvent être gérés par un contrat à part, pas dans le cadre d'un contrat de mariage. Donc la loi réformant le code de la famille est finalement votée à l'unanimité, tout le monde a voté dans le Parlement en 2004. Pourquoi? Parce que les islamistes, après le coup de 2003, se sont trouvés dans une position de faiblesse. Il y a beaucoup des attaques, il y a même des partis de gauche qui ont demandé la dissolution des partis islamistes, donc ils ont vraiment fait le profil bas en ce moment-là, et donc le projet est passé. Il existe quand même beaucoup de problèmes au niveau de ce code. La discrimination dans l'héritage n'a pas été abolie. Le mariage des mineurs, donc j'ai dit que c'est un problème social puisque les exceptions sont devenues la règle. Et il y a même des études des associations de femmes qui disent que dans quelques régions, 98% des demandes d'exception ont été acceptées par les juges. Donc ce n'est plus une exception, c'est devenu une règle. D'ailleurs, nous avons 10% de mariages sont des mariages des mineurs. La polygamie, qui est bien que cadrée par la loi, elle reste quand même, elle demeure dans la loi, elle n'a pas été interdite. Et puis la femme marocaine musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Donc il doit absolument se convertir à l'islam pour qu'il se marie avec une musulmane. Et puis le droit de tutelle sur les enfants, même si la femme a la garde des enfants, même si c'est elle qui fait tout pour les enfants, c'est toujours le père qui est tuteur officiel. Donc pour faire n'importe quelle décision, c'est toujours le père qui la prend. La femme peut alimenter le compte bancaire de ses enfants, mais pour retirer l'argent, c'est le père qui a le droit de retirer l'argent, pas elle. Donc, en plus, il y a eu les problèmes d'application, parce que pas seulement des problèmes de loi, mais les problèmes d'application, puisque les mentalités des juges n'ont pas beaucoup changé, n'ont pas évolué. Il n'y a pas eu une grande mobilisation pour améliorer les connaissances des juges et leur formation. D'où même, puisque les femmes avaient le droit de se marier sans tuteur dans le nouveau code, mais des fois les adultes n'acceptent pas de décrire le contrat de mariage sans tuteur. Surtout dans les premières années après la réforme. Donc il y avait vraiment des résistances et des réticences par rapport à
à cette loi. Et puis il y a la corruption, donc un mari peut avoir un document comme quoi il n'est pas marié, il peut se marier avec une deuxième femme, parce qu'un document, il peut l'avoir, il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Et puis les conditions économiques des femmes, parce qu'une femme qui n'est pas indépendante économiquement, qui n'a pas ses propres revenus, si le mari lui dit je vais me marier, elle ne peut pas lui dire non et se retrouver dans la rue. Donc il y a beaucoup de femmes qui acceptent énormément d'humiliation parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources, ils n'ont pas d'autre choix que de vivre avec un mari, quelles que soient les conditions que lui, il lui pose. Il y a également les difficultés d'application. Beaucoup d'avocats ont dit qu'ils n'arrivent pas à faire appliquer la question du foyer conjugal pour la maman qui est à la garde des enfants. Il n'a pas de moyens pour faire sortir le père et laisser la femme dans la maison. Ça, c'est des questions d'application pratique des lois qui ont changé. Donc la troisième mobilisation se prépare actuellement. Il y a 2 semaines, une association de femmes a organisé un débat sur les changements du nouveau code de la famille. Il y a déjà quelques revendications qui sont exprimées. L'abolition de la polygamie, l'interdiction stricte des mariages des mineurs. C'est-à-dire ils demandent à ce qu'il n'y ait plus des exceptions, la possibilité d'exception dans la loi. L'obligation du père de visiter les enfants, parce qu'il y a des pères qui divorcent et qui ne viennent même pas rendre visite à leurs enfants. L'égalité dans l'héritage. L'obligation du contrat de gestion des biens, parce que le contrat est facultatif. Maintenant, la revendication, c'est qu'il soit une partie intégrante du contrat de mariage. Et puis, annuler le divorce d'entente au profit du divorce de shiqaq. Je ne sais pas comment le traduire, mais c'est le droit de chacun du couple de demander le divorce pour des problèmes. Ouais. Donc en plus de cette mobilisation, il y a eu beaucoup de batailles aussi menées par les femmes dans le Maroc. Donc il n'y a pas seulement ce code-là, il y a la réforme du code pénal, qui est considérée la loi la plus importante après la Constitution. Donc il y a eu un collectif de femmes qui revendiquent donc une réforme de façon à changer complètement la philosophie du code pénal, puisque le code pénal il est basé sur une philosophie, on peut la résumer dans la question c'est-à-dire protéger l'ordre social, pas protéger par exemple les femmes victimes de violence, mais la femme violentée est considérée comme une honte, et donc c'est l'ordre social qui doit être protégé. C'est pour ça qu'il y avait cette loi qui autorisait le violeur à se marier avec sa victime, parce que ça protège l'honneur de la famille. Une femme mariée, violée, la sanction est plus grande que le viol d'une femme mariée. Donc il y a plein de choses qui touchent vraiment la dignité des femmes. Bon, ça c'est un résumé des luttes et tout. Bon, je vais parler juste, je ne sais pas si j'ai encore le temps, c'est les leçons à prendre de ces luttes des femmes. On peut dire que le mouvement des femmes, c'est-à-dire les associations des femmes au Maroc, ils ont quand même eu le mérite d'être les premières à mettre en place des moyens de travail et des moyens de lutte très bien organisés, puisqu'ils ont su fédérer leurs efforts, créer des réseaux, faire du plaidoyer, gérer les diversités qui existent au sein des associations, faire savoir converger les luttes vers des objectifs qui sont précis et clairs, etc. Donc les associations de femmes étaient aussi les premières à maîtriser les méthodes de planification stratégique, les méthodes de plaidoyer, de mobilisation des acteurs de la société, etc. Les mouvements de femmes ont pu gérer les contradictions politiques au sein de leurs organisations, éviter à plusieurs fois des scissions. C'est pas comme par exemple le mouvement syndical qui à chaque fois il y a des scissions, à chaque fois qu'il y a des divergences politiques. Le mouvement des femmes aussi a résisté dans une société où la lutte pour l'égalité de genre est des plus difficiles, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes une société patriarcale, une société très conservatrice, donc ces femmes étaient très courageuses de parler dès des années 80, 60, fin 80, des questions qui touchaient vraiment l'ordre social. Donc ils ont le mérite donc de commencer cette bataille qui est très importante et qui touche les bases idéologiques même du système d'oppression des femmes, et aussi un moyen de survie du système politique et du pouvoir en place. Alors, quels sont les tares et les erreurs du mouvement? Parce que quand même, personne n'est parfait. Il y a beaucoup de problèmes, évidemment, dans cette lutte des femmes, dans cette histoire de lutte des femmes. Eh bien, il y a les tares de la naissance générées, entre autres, par la déception des femmes de l'attitude de leur parti politique. J'ai parlé tout à l'heure que les femmes étaient déçues du fait que leur parti politique ne donnait pas d'importance à la question de l'égalité, à la question des femmes. Donc, ils ont été allés un peu trop loin de l'autre bout. Ils ont vraiment eu une phobie du politique, un refus du politique, et sont
presque des femmes qui refusent même des alliances avec des partis de gauche. Pourtant, les partis de gauche ont bien révisé leur politique, ils se sont bien investis dans la question de la femme plus tard. Donc ceci rendra le mouvement très peu sensible, le mouvement de femmes très peu sensible aux luttes de l'ensemble des mouvements de changement dans la société, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui luttent, il y a énormément de luttes sociales, énormément de luttes politiques, énormément de mouvements sociaux, etc. Le mouvement de femmes dont j'ai parlé, les associations traditionnelles connues, les grandes institutions, étaient un peu à l'écart par rapport à ces luttes de femmes en général. Et on l'a vu d'une façon très visible au moment du mouvement du 20 février. Je ne sais pas si vous le connaissez, le mouvement du 20 février. C'est le mouvement qui a été au Maroc dans le cadre du sillage des révolutions de la région arabe et maghrébine. Donc les associations de femmes ont refusé d'intégrer ce mouvement, de sortir dans la rue avec ce mouvement parce qu'il y avait un courant islamiste qui était dans la rue. Alors que le mouvement était un mouvement de rue, toutes les personnes qui voulaient sortir devaient sortir, donc les féministes et les militantes de femmes devaient être dans la rue puisqu'on revendiquait la démocratie, on revendiquait un état de droit, on revendiquait la fin du despotisme. C'était aussi des revendications de femmes, mais elles ont préféré donc rester à l'écart. La distance avec le Hirak actuel, le Maroc connaît actuellement beaucoup de luttes sociales. Le RIF, certainement vous l'avez suivi parce qu'il y a beaucoup de mouvements de solidarité en Europe et en France en particulier aussi. Et également, donc les 15 dernières années, il y a énormément... Oui. Rapidement, parce qu'on a une prise de parole. Ah d'accord. Bon, j'ai encore des choses à dire, mais... Voilà, donc il y a le hirak, c'est très important parce que justement, dans ces hiraks sociaux qui sont, les hiraks, je ne sais pas le terme, vous le connaissez, c'est les luttes sociales, le mouvement social, il y a énormément de femmes à l'intérieur dans ces hiraks qui sont non seulement des mères, des sœurs et des épouses des détenus politiques qui sont arrêtés dans le cadre de ce hirak, mais elles sont des actrices et des membres très actifs. D'ailleurs, elles ont donné une dimension très populaire à ce hirak, puisqu'elle est dans les rues, dans les quartiers, dans les familles. Quand les femmes s'engagent, c'est toutes les familles qui s'engagent, c'est tous les quartiers qui s'engagent. Donc, ils sont vraiment au cœur de ce hirak. Et on ne voit pas que les associations de femmes... Je peux m'arrêter, on donne la parole et puis on continue. Oui, si vous voulez. Pas de problème, je continue après. Voilà, on continuera après, parce que madame la députée doit partir. Alors, on lui donne la parole. Merci beaucoup, je suis vraiment désolée, je voulais absolument pas vous couper la parole parce que vous exprimiez des choses très importantes, très intéressantes. Je devais partir à 15h et donc là vraiment je suis vraiment en retard, donc je vais faire très court. Je voulais remercier la TMF pour l'invitation, pour l'organisation de cette journée, en cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes et non pas fête de la femme comme beaucoup le disent. Et voilà, ça peut un petit peu irriter les féministes parce qu'aujourd'hui j'ai reçu tout un tas de messages avec des fleurs, avec des cœurs en me disant bonne fête de la femme. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on est là vraiment pour exprimer la volonté d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est vraiment une journée pour les droits des femmes, de lutte. Et voilà, je pense qu'il faut le dire et qu'il faut le répéter. Donc merci pour vos témoignages, vos expériences. On voit que le féminisme, il est partout, dans tous les pays, à des niveaux différents, avec des personnes différentes, de convictions politiques différentes, des femmes, mais aussi des hommes. J'en vois quelques-uns dans la salle, peut-être pas assez, mais je crois que c'est aussi un sujet qui doit intéresser et être porté par les hommes, parce que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous, hommes, femmes et la société tout entière. Peut-être un mot rapidement parce que du coup j'avais prévu de vous dire beaucoup de choses mais le temps m'est compté, donc revenir peut-être sur quelques éléments importants. En France, pour le coup, on est dans une période qui est assez marquante sur la question des droits des femmes. Il y a eu tout un mouvement de libération de la parole sur les réseaux sociaux avec des affaires de violences sexuelles sur les femmes qui ont été mises vraiment sur le devant de la scène et qui permettent de faire prendre conscience que les violences faites aux femmes touchent beaucoup trop de nos concitoyennes. Et aujourd'hui, donc, je pense qu'il y a eu cette prise de conscience que la parole s'est libérée et que maintenant vraiment on arrive à un temps 2, l'acte 2, maintenant que les choses ont été dites, qu'est-ce qu'on fait ?
Et qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les violences faites aux femmes, sur la précarité professionnelle des femmes, sur les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Pourquoi est-ce qu'à diplôme équivalent, à compétences équivalentes, en France, il y a encore presque 10% d'écart entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme? Il n'y a pas de raison. Donc là-dessus, il faut qu'on arrive à faire bouger les choses, à faire bouger les mentalités. Sur l'emploi, sur l'orientation, c'est pareil, les métiers d'avenir, la science, les métiers d'ingénierie, les métiers de demain, ils sont aujourd'hui très prisés par les garçons et pas par les filles. Il faut qu'on arrive à dire aux petites filles, il n'y a pas de métier dédié aux filles, il n'y a pas de métier dédié aux garçons. Les petites filles, les grandes filles, les jeunes filles, les femmes peuvent faire tous les métiers que peuvent faire les hommes. Donc il faut vraiment avoir cela à l'esprit, et je pense que c'est notre rôle en tant que parents, en tant qu'acteurs associatifs, en tant que militants, de faire prendre conscience de cela, parce que c'est aussi un moyen d'éviter que les inégalités se creusent. Peut-être également quelques éléments par rapport aux violences faites aux femmes. Une loi va être votée bientôt au Parlement sur la question, donc bien sûr je vais être très impliquée là-dedans, et je vais veiller à ce qu'on soit le plus ambitieux possible. D'ores et déjà, je voulais vous partager quelques éléments que la ministre a annoncés hier pour protéger les femmes, pour les accompagner face à ces violences. Par exemple, des choses très concrètes, une plateforme de signalement à distance va être développée pour permettre aux femmes d'échanger directement avec des professionnels qui vont pouvoir les conseiller sur les démarches à engager. Parce que les femmes ne savent pas toujours où aller, vers qui s'adresser. Et beaucoup, pour les jeunes en particulier, sont souvent sur les réseaux sociaux. Donc c'est un moyen qui va aider une partie des femmes au moins à s'exprimer, à avoir un premier contact avec des personnes qui vont pouvoir les accompagner. Des contrats locaux aussi qui vont permettre de mieux mobiliser les acteurs, les préfets, les associations, les hôpitaux, les juges, pour qu'il y ait un système d'alerte, et que quand on suspecte une femme qui subirait des violences, qu'on puisse s'organiser tout de suite pour prendre les choses en main. Une application aussi, pour rester dans les choses un peu technologiques, qui va être mise à disposition des associations, comme la TMF par exemple, qui, je sais, accompagne régulièrement des femmes victimes de violences. D'ailleurs, je sais que c'est un travail que vous faites au quotidien. On a eu l'occasion de vous recevoir à l'Assemblée lors du colloque qui avait été organisé sur ce sujet lors de la journée des violences faites aux femmes. Et donc, on va créer une application qui va permettre aux associations de géolocaliser les hébergements d'urgence qui sont dédiés aux femmes victimes de violences. Alors, je parle des hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences. Bien sûr, c'est toujours compliqué, il y a une pénurie. Donc, on va continuer à mettre à disposition de nouveaux hébergements d'urgence. Le gouvernement s'est engagé à créer 5000 places dédiées pour ces personnes-là. Et puis, c'est aussi en durcissant les règles. Durcissant les règles, c'est-à-dire ne plus tolérer de violences sexistes dans la rue. C'est condamner le harcèlement de rue. C'est un premier pas qui va vers vraiment le harcèlement sexuel ou les violences sexuelles et sexistes. Durcir les règles aussi dans des cas de viol, notamment sur les mineurs. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui sont engagées, et je crois qu'il y a une réelle prise de conscience que les violences faites aux femmes sont malheureusement une réalité, que c'est bien trop propagé, et qu'il faut qu'on arrive à arrêter cela, à faire prendre conscience aux uns et aux autres que ce n'est plus admissible, et à continuer à se battre sur tous les volets pour atteindre une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Voilà, donc je suis désolée d'avoir coupé madame, malheureusement je dois vous quitter, mais en tout cas c'était un plaisir de pouvoir participer rapidement à cet événement. Bravo encore à la TMF, et puis je voudrais aussi vous féliciter parce que quand on est obligé de rajouter des chaises, c'est que c'est un succès, donc bravo. Les associations de femmes ont choisi, ont fait un choix, donc c'est un choix qui a donné des résultats, mais c'est un choix aussi qui est
qui est analysée d'une façon différente par d'autres personnes et qui est même critiquée dans des circonstances bien déterminées. Donc le féminisme n'a pas pu améliorer plusieurs lois, mais les conditions économiques et sociales des femmes restent lamentables, elles restent très en deçà des espoirs, des espérances. Évidemment, la responsabilité, ce n'est pas aux ONG des femmes, la situation des femmes, c'est une responsabilité de l'État. Et s'il y a des problèmes socio-économiques, c'est l'État qui est responsable et pas les associations de femmes. Donc je donnerai quand même quelques indicateurs pour connaître actuellement dans quelle situation on travaille. Donc il y a 2/3 des femmes marocaines qui sont victimes de violences. C'est un chiffre officiel du Haut Commissariat au Plan qui est annoncé en 2010. Il n'y a pas beaucoup de changements. Et actuellement, une deuxième étude de la sorte est en cours de préparation. Il y a 1/3 des femmes qui sont analphabètes. Dans le milieu rural, ça dépasse de loin ce taux. Il y a moins d'une femme sur 4 qui bénéficie d'un emploi. Il y a seulement 26% de la population active qui sont des femmes, c'est-à-dire 84% sont des hommes, pour voir un peu l'écart. Il y a un placement qui est annoncé par le Sommet économique mondial qui place le Maroc 130e sur 142 pays en termes d'écart salarial. Donc on voit qu'il est très en retard dans cette question. Pourtant il y a une loi qui oblige l'égalité des salaires, qui oblige les employeurs à respecter l'égalité des salaires. Il y a 70% des ouvrières du textile qui ont eu une grossesse en 2016 n'ont pas eu le droit au congé de maternité. Il y a 87% de femmes qui travaillent et le font sans contrat écrit, surtout dans le rural. Il y a également 73% de femmes rurales qui travaillent sans salaire. C'est ce qu'on appelle les aides familiales, c'est-à-dire les femmes qui travaillent dans les propriétés familiales. Ils font le même travail que les hommes, mais c'est les hommes qui commercialisent les produits, et ce sont eux qui gèrent l'argent. Finalement, les femmes, ils travaillent sans salaire et sans contrepartie. Il y a 50% des entreprises cotées en bourse qui ne comportent aucune femme dans sa direction. Il y a seulement 7% des postes de directeurs dans les entreprises publiques qui sont occupés par des femmes. Donc, en plus, selon le Conseil économique et social, parce que là, je voudrais ouvrir une parenthèse, à chaque fois qu'on apporte des critiques en tant que défenseur des droits des femmes, des droits humains, on nous attaque d'être nihilistes, d'être pessimistes, de ne pas reconnaître les progrès, de noircir l'image du pays, etc. Donc, j'ai décidé depuis quelques temps d'utiliser des statistiques officielles et d'utiliser les rapports officiels parce qu'ils n'arrivent pas à cacher la réalité même s'ils essayent. Donc le Conseil économique et social, c'est un conseil officiel de l'État et qui dit que, je vais vous parler de ce qu'elle a dit, donc les discriminations basées sur le genre font perdre au Maroc 16% de son PIB. Plus que jamais, donc l'égalité de droit est un problème de politique publique. Également, le Centre marocain de conjoncture, c'est une institution officielle qui a sorti son rapport en 2017 et qui est aussi arrivé à la conclusion suivante. Il dit que les déficits que connaît le Maroc en matière de participation de la femme et de promotion d'égalité en femmes l'interpellent pour réagir rapidement afin de mettre en place une réelle stratégie. Là, c'est dans le cadre de l'évaluation de la stratégie du Maroc 2012-2016, dans le cadre de la promotion des droits des femmes et de l'égalité. Voilà, je continue. Le Centre de conjoncture marocain dit en effet, en dépit des actions entreprises, beaucoup reste à faire en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes. L'application des dispositions constitutionnelles, c'est un engagement national. Il y a la question d'égalité, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on n'a pas le temps. La mise en conformité des droits du Marocain aux normes internationales. Le Maroc a ratifié énormément de conventions internationales, mais il ne les applique pas dans la pratique. Le traitement des pesanteurs traditionnelles qui s'opposent à l'émancipation des femmes. Tous ces thèmes donc sont autant de questions fondamentales qu'il est urgent de traiter et de mettre en place tous les moyens, les outils nécessaires pour accélérer le rythme des réformes qui restent en deçà des attentes. Donc ça, c'est une institution officielle qui a évalué la stratégie marocaine officielle pour les droits des femmes et qui arrive à cette conclusion que tout est encore à refaire. Bon, je conclue personnellement que le blocage fondamental dans la question des femmes réside dans le fait que l'égalité des femmes, il menace les fondements du pouvoir despotique. Le pouvoir despotique, il se base beaucoup sur les inégalités, sur l'exploitation des femmes, sur le travail gratuit des femmes. On a vu que 73% travaillent gratuitement. Donc la question de la femme, toujours mêlée aux questions religieuses et instrumentalisée pour maintenir un ordre social qui profite de l'exploitation des femmes et qui ont fait les gardiennes des traditions et les gardent ainsi
dans l'ignorance pour mieux les dominer et les exploiter. Donc finalement, c'est ça le vrai blocage dans la question des femmes. Alors les perspectives, pour terminer, j'ai quand même quelques idées à vous proposer pour un débat, parce que c'est des idées qu'il faut toujours débattre, ce n'est pas des réalités, ce n'est pas des conclusions finales, mais bon, je parlerai des perspectives. Bon, je ne vous donne pas de leçons, je n'ai pas de recette miracle, mais j'ai quand même un point qu'on peut soumettre à discussion. Il nous faut un mouvement de femmes combatives. Moi, c'est le titre que je donne à cette conclusion. Bon, sans déni donc, de l'importance des associations de femmes et de tout ce qu'elles ont réalisé, de tous les acquis qu'ils ont pu arracher, eh bien, le mouvement des femmes est appelé à repenser ses méthodes et ses priorités. Il n'est aucunement attendu donc des associations actuelles, les grandes associations, de changer, parce que c'est des choix qui sont faits, basés sur une vision, sur une compréhension des choses. Mais je pense que leurs choix sont en réalité fondés sur donc, leur vision féministe qui consiste à s'appuyer sur les élites et axer leur action sur les revendications législatives dans le domaine surtout de la famille, mais principalement qui répond à leurs priorités, parce que c'est une élite de femmes, comme j'ai dit tout à l'heure, libérales, laïques, qui aspirent à une liberté individuelle et une vie indépendante. C'est un droit des femmes aussi, c'est respectable comme choix. Seulement je dis que ce renouveau est attendu d'autres ONG de femmes, et surtout les ONG locales, qui bien qu'elles soient moins connues, qui sont plus petites, mais ils sont plus nombreuses et ils sont surtout plus efficaces, car ils réussiront, à mon avis, cette mission, puisqu'ils sont investis dans le travail de proximité et sont plus proches des mouvements de protestation populaire. Ils sont implantés géographiquement partout, ils ont leur appartenance de classe aussi, c'est des femmes pauvres, c'est des jeunes filles qui travaillent dans le rural, dans les quartiers, etc. Et puis leur domaine d'action qui est très divers. Donc ils sont les mieux placés à réinventer le féminisme marocain en un féminisme de terrain, mais non d'assistance. Une stratégie d'action avec les femmes et non pour les femmes, un féminisme qui saura trouver sa place en harmonie avec toutes les autres luttes pour une société égalitaire et plus équitable, parce qu'une nouvelle forme de mobilisation est nécessaire, une nouvelle forme de mobilisation citoyenne pour le changement de la situation des femmes. Je pense que le féminisme qui lutte contre le sexisme et contre les inégalités de genre, il ne peut ignorer les autres formes d'exploitation et de discrimination et de dissocier des autres luttes sociétales des femmes, car tous des différents mouvements sociaux aussi, parce qu'il nous pourra réussir sans l'imbrication de l'ensemble des luttes sociales, économiques, politiques, etc. Il faut vraiment que le féminisme se mette au sein et au milieu de toutes ces luttes pour qu'il puisse réussir, parce qu'on dit toujours que la question des femmes c'est une question politique, c'est une question de démocratie, c'est une question de politique publique, donc on ne peut pas la séparer des autres luttes. Bon, c'est déjà au Maroc, un débat très riche est en train de s'installer, qui est innovateur, qui a déjà entamé cette question de repenser le féminisme. Il est entamé par une jeunesse très enthousiaste, qui est très critique envers les structures de lutte des femmes, mais aussi envers toutes les structures de lutte politiques et syndicales, etc. Il pense donc repenser le féminisme comme un champ primordial de leur lutte. Ils pensent à la rupture avec les modèles du féminisme qui dominent actuellement, et aussi la prise en compte des différentes formes d'oppression, comme j'ai dit, subies par les femmes. Donc personnellement, moi, je suis persuadée que la jeunesse est toujours porteur de changement. Il faut se rappeler que ces mêmes femmes féministes qui ont créé le féminisme étaient toutes jeunes lorsqu'ils ont créé ce féminisme. Donc là encore, il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui portera peut-être une nouvelle forme de féminisme qui arrivera à instaurer de nouvelles formes de lutte qui pourront être en mesure de répondre à tous ces problèmes imbriqués qui concernent la lutte pour la démocratie, la lutte pour l'égalité et la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes. Voilà, je vous remercie.